Passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous allons aujourd'hui poursuivre le démontage de ce moteur de Yamaha Diversion. Nous sommes arrivés à une grande étape où nous allons séparer en deux le carter moteur pour pouvoir examiner les entrailles de la bête. Avant d'ouvrir le carter moteur en deux, je vais procéder à l'ablation de ces goujons qui permettaient de solidariser les cylindres et la culasse au bloc moteur. Bon, nous allons essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés à un tel positionnement du moteur, c'est-à-dire la tête à l'envers. Donc initialement, j'ai voulu démonter les goujons qui permettent de solidariser le bloc cylindre et la culasse au bloc moteur. Alors, j'ai bien pu arriver à déposer quelques goujons. Les autres sont strictement impossibles à ôter. Ils sont complètement rouillés, ils sont emprisonnés dans le bloc moteur. Et si je veux les retirer, de toute manière, je vais complètement les abîmer. J'ai donc décidé de positionner le moteur à l'envers avec une cale. Il est bien évident que dans la vraie vie, lorsque vous démonterez votre moteur qui devra fonctionner lorsque vous l'aurez remonté, il est strictement interdit de laisser ces goujons appuyés sur l'établi en force. Ils vont se plier et ce n'est pas bon du tout pour le fonctionnement. Donc, ici se trouvait un filtre à huile. J'ai dû le démonter. Cela n'a pas été facile, comme vous allez pouvoir le voir dans la petite séquence qui suit. J'allais commencer à dévisser le filtre à huile. Celui-ci était complètement bloqué. Donc j'ai dû percer un trou à travers avec une mèche à métal.
j'ai passé un instrument à travers et avec le marteau, j'ai réussi à le décoincer. Ok. Poubelle. Je vais donc attaquer le carter d'huile avant de séparer en deux le bloc moteur parce qu'il y a des vis filetées à l'intérieur que je dois dévisser. J'ai déjà fait le travail. Malheureusement, ma GoPro ne s'est pas déclenchée. Il n'y a aucun mystère. Voici toutes les vis filetées qui se situaient tout autour du carter. J'ai dû donner quelques coups de marteau délicatement pour décoller, car bien sûr il était complètement scellé avec un joint complètement foutu. Et à cet endroit-ci se trouve la vis filetée que l'on dévisse pour faire la vidange moteur. La voici. Il y a ici un système électrique dont je ne connais pas la fonction. Je vais ouvrir le carter d'huile. Bon, il est recouvert d'une huile usagée, de mauvaise qualité. Là se trouve l'autre partie du système qui est raccordée à l'électricité. Je ne sais pas si c'est un capteur de pression ou un capteur de température. Je dirais plutôt un capteur de température. Peut-être pour voir la température d'huile. Je vous confirmerai. Rien de spécial sur ce carter. Alors nous retrouvons plusieurs structures qui sont facilement identifiables. Tout d'abord, nous avons deux douilles de centrage. Une ici et une ici, qu'il ne faut pas perdre. Ceci, c'est ce qu'on appelle la crépine. La crépine repose au fond du carter d'huile. Nous observons un filtre pour filtrer les particules qui seraient néfastes au fonctionnement du moteur. En avant de la crépine, nous avons une structure tubulaire qui est en fait le clapet de surpression. C'est un clapet qui permet de limiter la pression au maximum entre 4,4 et 5,5 kg par cm². Et on voit effectivement que ce clapet de surpression est raccordé aux canalisations qui conduisent l'huile. Là, nous avons une autre structure à partir de laquelle part une canalisation. Et ceci, c'est le clapet de régulation du tendeur de chaîne, je ne sais pas comment on dit, HIVO. C'est la chaîne qui relie le vilebrequin à l'arbre relais primaire. Ici, vous avez le barillet qui est composé de gorges dans lequel les fourchettes glissent. Et c'est ce barillet qui contrôle le passage des vitesses. On verra le système ultérieurement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les vis sont numérotées. À mon avis, elles sont numérotées pour indiquer l'ordre de serrage ou de dépose de ces vis. Nous allons donc démonter la crépine, le clapet de surpression et le clapet de régulation du tendeur de chaîne. La crépine, oula, ça se démonte facilement. À voir la tête de ce couvercle, il a dû être forcé quelques fois. Vous pouvez observer cette flèche
qui indique le sens dans lequel il faut le remonter, c'est-à-dire la flèche vers l'avant, comme la petite flèche qui est indiquée ici. Bon, rien de spécial ici. Le clapet de surpression. Ben oui, le clapet de surpression se démonte simplement en le retirant. Il y a un joint torique. Il est maintenu par une goupille qui est sécurisée. Je n'ai pas vraiment d'idée comment ça fonctionne. Je vais démonter la crépine en démontant les deux vis filetées qui sont à l'intérieur. Ce sont des vis probablement pour des clés d'haleine de 5 mm de diamètre. Voilà. Une première vis filetée. Une deuxième vis filetée et le réceptacle. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la crépine ou le filtre. Bon, ben moi j'appellerais l'ensemble la crépine. J'ai l'impression que le clapet de régulation du tendeur de chaîne Aivo se démonte avec une douille. Ouais. Parce qu'il a une forme hexagonale. Alors prudence, parce qu'il y a une rondelle, je crois, ici. Non. Donc voici le clapet de régulation du tendeur de chaîne Aivo. Donc c'est un système équivalent au clapet de soupape, hein. Donc par ici, nous avons un orifice où passe probablement l'huile qui est sous pression. Il doit y avoir un système de calibrage pour une certaine tension. Cette tension est transmise à la sortie lorsque l'huile sort par le petit orifice ici. Et de là, l'huile passe par une petite canalisation en laiton ou cuivré, j'ai l'impression que c'est plutôt du laiton, pour aller actionner le tendeur de chaîne de la transmission primaire. Cette chaîne qui relie le vilebrequin à l'arbre primaire intermédiaire. Je vais maintenant procéder au démontage du couvercle sur lequel vient se visser le filtre à huile. Je vais sortir mon arme magique. Encore une fois, pleine satisfaction. Voilà. On observe bien le joint torique qui se trouve tout autour, qui permet d'assurer l'étanchéité. Et ici, une des vis filetées qu'il faut ôter pour pouvoir séparer en deux le bloc moteur.
Donc en fait, si je comprends bien le trajet de l'huile, bon, tout cela baigne dans l'huile. L'huile est aspirée par la crépine, passe dans cette canalisation. Alors cette canalisation aboutit à celle-ci à angle droit, qui arrive à cet orifice, qui est l'orifice de l'emplacement où se trouvait la pompe à huile. Vous vous rappelez la pompe à huile qu'on avait démontée. Donc l'huile passe dans la pompe à huile et est envoyée sous pression dans cette autre canalisation qui se trouve ici. Donc la crépine, l'huile rentre, elle passe dans cette canalisation, elle passe dans la pompe à huile qui renvoie l'huile sous pression dans cette canalisation, qui repasse par ici dans cette canalisation pour aboutir au niveau du filtre à huile, par ici. L'huile est filtrée et ensuite elle repasse par là pour aller lubrifier les différentes structures du moteur. Cette canalisation ici repart dans ce sens-là et puis on verra ultérieurement si on sait déterminer le circuit de l'huile pour arriver notamment au niveau de la culasse. Et je comprends donc un peu mieux ce qui se passe avec le clapet de surpression. Donc je pense que lorsqu'il y a une surpression au sein du moteur, ce clapet s'ouvre et laisse passer l'huile dans le fond du carter. Donc c'est dans ce sens-là que ça doit se produire. Nous allons maintenant nous attaquer à la séparation du carter moteur en deux et démonter toutes les vis selon les recommandations de la technique. Voici le schéma pour la dépose des vis. Ici, nous nous trouvons au niveau du demi-carter supérieur. Là se trouvent les pistons. Et ici, au niveau du demi-carter inférieur. Toutes ces vis sont numérotées. Il faut les dévisser par ordre décroissant. Et il faut commencer par la partie supérieure. Je vais donc retourner le moteur et nous allons dévisser toutes ces vis par ordre décroissant de numérotation. Rien de spécial ici. Je vais procéder à l'ablation de toutes les vis selon la technique. Je commence par la 34. Voilà. Comme recommandé, un quart de tour. Alors je vais simplement vérifier ici le petit truc que je vous avais donné dans une des vidéos, à savoir comment reconnaître l'endroit où doivent se positionner les vis, puisque vous avez des vis de longueur différentes. Encore une fois, cette fameuse théorie se confirme. Donc là, j'ai reposé la vis en butée. Il y a un espace entre la tête de vis et ici le carter. Cet espace, je le retrouve ici, je le retrouve ici, je le retrouve ici, ici, ici et ici. Donc, si je fais une erreur de positionnement, par exemple ici, bon, ici bien sûr c'est évident, on voit bien qu'il y a une incohérence. Donc cette astuce s'applique effectivement à toutes les parties du moteur et je trouve ça très intéressant. En fait, cette astuce nous permet de nous émanciper d'un rangement en respectant l'ordre et la numérotation des vis, puisqu'à tout moment, il y a moyen de se rappeler à quel endroit se trouve chaque vis filetée. Nous allons donc maintenant procéder au dévissage de toutes les vis qui se trouvent sur le carter inférieur. Encore une fois, comme vous pouvez l'observer, il y a à chaque fois le numéro de la vis à proximité et donc il faudra le dévisser par ordre décroissant. Il suffit également de se reporter au schéma
qui est remis avec la revue mécanique. Allons-y. Donc, nous allons procéder à l'ablation de toutes les vis du carter inférieur et du carter supérieur pour maintenant désolidariser la moitié inférieure de la moitié supérieure. Comme vous pouvez le voir, le joint qui permettait d'étanchéifier le carter d'huile se délite complètement, il est complètement abîmé, il n'a plus aucune propriété d'étanchéité et d'élasticité correcte. Et je pense que tous les joints de cette moto sont complètement foutus. Je vais donc prendre un marteau anti-rebond, essayer de donner quelques coups . Première découverte de ce qui se passe vraiment dans les entrailles de ce moteur. Nous avons donc séparé en deux le carter moteur. Ceci est la partie supérieure du carter moteur qui est donc positionnée à l'envers. Vous pouvez voir les bielles ici, les goujons. Nous avons donc le vilebrequin, grâce à la chaîne de distribution, permet la régularisation et l'harmonisation du fonctionnement des soupapes, la synchronisation en tous les cas. Ici, vous avez une chaîne un peu particulière. Ils appellent ça une chaîne IVO. C'est une chaîne qui transmet la rotation du vilebrequin vers un arbre. Donc la rotation du vilebrequin est transmise à cet arbre et c'est à partir de cet arbre, par une série de pignons, que va se faire la transmission de la rotation à la boîte de vitesse par l'intermédiaire de la boîte d'embrayage, mais également à toute une autre série de structures à l'intérieur de la moto, telles que par exemple la pompe à huile. Nous réétudierons tout cela plus en détail ultérieurement. Sur l'autre moitié du carter moteur, nous avons ici la boîte de vitesse sur laquelle on va un peu s'attarder. En dessous, nous avons le sélecteur de vitesse avec le système de sélection. On s'y attardera également. Ici, nous avons le guide de chaîne IVO et en dessous, le tendeur hydraulique qui est contrôlé par le système que l'on a vu un peu plus tôt. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à la boîte de vitesse, au sélecteur et enfin dans une dernière vidéo, nous nous occuperons du vilebrequin, de l'arbre intermédiaire de transmission primaire et de la pignonnerie.